Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Caroline, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es une architecte d'intérieur de talent. Je vais te demander sans plus tarder, si ça ne te dérange pas, de te présenter. Nom, prénom, identité. Non, mais en nous disant voilà, ta présentation, autant d'un point de vue perso que pro, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire. Merci Estelle, déjà je suis ravie d'être là aussi. Donc oui, je m'appelle Caroline Andréoni, je suis architecte d'intérieur et designer et j'ai fondé mon agence d'architecture d'intérieur il y a maintenant presque 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Et on s'occupe essentiellement de la rénovation complète de projets résidentiels à Paris et même maintenant France. Et on commence un peu international. Alors moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, puisqu'on s'est rencontrés lors d'un événement fort sympathique chez une amie commune, ce qui m'a marqué, c'est ton virage, en fait. C'est-à-dire que tu as quand même pris une orientation différente il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es, quoi ? Voilà. Oui, alors, effectivement, avant de faire ce nouveau métier en reconversion depuis 10 ans, avant, j'étais dans l'immobilier. Ouais. J'ai fait de l'immobilier. Donc la pierre, quand même. Il y avait quand même un rappel à la pierre. Exactement. Ouais. Mais avant ça, vraiment, j'avais déjà fait des études quand même. Je suis allée aux Beaux-Arts. C'est ça. J'ai fait un lycée. J'ai un bac art appliqué. Enfin, donc, j'avais quand même ce truc de l'art qui me plaisait beaucoup. Après une année de Beaux-Arts, je me suis dit, est-ce que vraiment je veux devenir artiste peintre ? Parce que pour moi, c'était tellement large que je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut pas peut-être cette passion de l'art la mettre un peu de côté et puis avoir un vrai métier, entre guillemets. Et d'une famille très immobilier, un peu de façon assez logique, je me suis mise dans l'immobilier. Okay. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça les premières années surtout. Ouais. parce qu'il y avait un rapport avec les gens que j'adorais. Effectivement, vendre des appartements, des maisons, il y a ce rapport, comme tu dis, à la pierre qui me plaisait beaucoup. Et puis, c'est surtout que je me suis rendu compte, tu vois des beaux endroits. Et puis, tu vois des endroits où, justement, il y a tout à refaire. Et puis, c'est là où tu te rends compte que tu as des idées de comment ils pourraient réaménager l'espace. Et puis, tu te rends compte que tu arrives à vendre presque des appartements comme ça en toi, en ayant proposé des idées, en projetant, tu vois, des futurs acquéreurs et tout. Donc ça, c'était canon. Et puis, après un petit séjour aux États-Unis, finalement, je suis allée m'installer dans le sud, à Nice, parce que j'avais envie de vivre au soleil. Enfin, voilà, j'avais 24 ans et je me suis donc... j'avais racheté une agence immobilière. À 24 ans. À 24 ans. Toute seule comme ça. Toute seule, donc j'ai mes parents qui sont venus m'aider au départ. Mais c'est vrai que je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais absolument pas. Donc c'était quand même un gros challenge. Et tu t'es dit, je rachète une agence. Je me suis dit, je rachète une agence. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à 24 ans dans une ville comme ça, t'es quand même prise tout de suite par tous les agents immobiliers de la région qui te disent, mais qui est cette jeune qui vient de s'installer ? Et donc, ils m'ont beaucoup aidé à connaître le réseau, le lieu et tout. Mais je me souviens, j'ai des anecdotes comme par exemple, quand tu fais de la prospection, parce que c'est quand même la base de ton métier en agent immobilier, il faut rentrer des biens, parce que les vendre, c'est facile. Ce qu'il faut, c'est les rentrer. Donc, et je me souviens encore à l'époque, c'était, je me servais des pages jaunes sur Internet où quand je prospectais sur PAP, on me disait oui, c'est la maison. Enfin, on me donnait l'adresse et je disais ah oui, je vois très bien la maison avec les volets verts.
je savais même pas où était la rue. Enfin, c'était. Et elle me fait oui, c'est ça. Je fais oui, je vais très bien. Je regardais ça. Et enfin voilà. Et donc c'était amusant, mais ça m'a. Donc j'ai gardé l'agence quelques années. Ouais. Et jusqu'au moment où déjà, je pense que j'avais envie de vraiment d'autre chose. Et j'avais l'impression vraiment avec ce métier d'agent immobilier de tourner un peu en rond. Parce que je crois que j'avais besoin au fond de moi de faire quelque chose vraiment qui dépasse un peu. Enfin, voilà, je devais Alors, avoir- ça a été quoi le déclic? Enfin, Alors, comment ça s'est passé du coup? T'es resté à Nice malgré. T'as vendu l'agence? donc j'ai vendu l'agence. Je suis restée encore un petit peu à Nice parce que je savais pas comment faire pour faire ce que je voulais faire et je ne savais pas forcément ce que je voulais faire exactement. Oui, je comprends. Voilà. Et finalement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir remonter à Paris. Et puis là, je me suis renseignée et j'ai pu me faire une formation avec le Greta à l'école Boulle. D'accord. Qui dure 4 mois, hein, donc c'est Ok. pas énorme, mais j'avoue que d'un seul coup, tu reviens à l'école, quoi. Enfin, j'avais des cours de perspective, j'avais des cours de dessin. Mais t'avais des bonnes bases quand même si t'avais fait les arts appliqués avant. Enfin, Oui, t'avais quand j'avoue même que j'avais cette ouais, ouais. base-là, mais que j'avais perdu depuis Ah bah presque oui, 15 ans, forcément. tu vois, je Ouais, faisais ouais. plus de dessin. Ouais. Et donc, quand tu retrouves ça d'un seul coup, enfin, t'as un espèce de kiff intérieur de te dire que tu vas faire quelque chose qui te plaît là. Hmm. Et 4 mois, ça passe vite. Et t'avais quel âge là à peu près? Là, j'avais 32 ans. 32. Ok. Ouais, 32 ans. Et, et donc, une fois que cette formation est terminée, donc tu te dis architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur, Mm. mais en réalité, tu n'y connais pas grand-chose. Enfin, t'as pas fait de chantier. Donc, moi, je voulais absolument me former dans une agence. Bien sûr. Mais qui, à 33 ans, quand tu as fait 4 mois de formation, Va te prendre. veut t'embaucher? Ouais. Ils nous ont même pas appris à nous servir à l'époque des logiciels dont on De se sert 3D, aujourd'hui, enfin, donc les- les ouais, 3D. Enfin. Donc, si tu veux, pendant un an à peu près, pendant un an, tu vas démarcher toutes les agences, tu leur dis que tu veux rentrer en tant que stagiaire, que tu demandes pas de salaire, tu veux juste avoir une expérience supplémentaire. T'avais pas d'enfant, pas de mari à l'époque, t'étais célibataire? Je venais de rencontrer D'accord. le père de mes filles, mais, Mais oui, t'étais pas voilà, maman encore. Ok. j'étais pas maman. Ok. Donc j'étais à fond. Ouais. Et au bout d'un an, bah quand même, tu commences à te poser des questions. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Tu te dis, là, financièrement, il va falloir trouver une solution. Et tu envoies un CV dans une agence immobilière, Mm. un peu connue, renommée et tout. Et là, tu as directement, en Des 3 offres, secondes, ouais. le boss qui t'appelle de la grande filiale pour te dire, j'ai un poste pour vous. Et là, tu fais, bon, bah, ok, J'y retourne. j'y retourne. Bon, j'y suis restée 10 jours. Hein. Non. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, Caroline, j'ai pas fait tout ça. En Ouais. plus de ça, leur technique ne me plaisait pas. Enfin, Mais j'ai t'es pas pas. la première à me dire ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait décider d'avoir des, enfin pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes qui ont décidé de prendre des virages complètement opposés enfin, Ouais. ou de changer de carrière et qui ont eu ce truc de attends, j'ai peur, j'y vais pas, je retourne là où c'est confortable et là où je sais que je trouverai du boulot. C'est à peu Ouais. près naturel. Oui, sauf que moi, j'avais pas peur. Ouais. Moi, c'est juste que j'avais personne qui voulait Ouais. m'embaucher. Ouais. Mais moi, j'avais pas peur. Ouais. Et donc, voilà. Et vraiment, je suis restée que 10 jours. Et alors pourquoi? Enfin, il s'est passé quoi? Mais en fait, typique, je rentrais dans un système où ce sont des grosses agences avec une méthodologie propre à eux et que je peux comprendre. Mm. Mais typique, alors que c'était quand même mon métier, quand tu es négociatrice, ce qui est le plus kiffant dans ton métier, c'est quand même de négocier. Bien sûr. Et quand tu as ton chef d'équipe qui te dit, alors, C'est pas pour toi. mais quand tu reçois une offre, tu me la passes, c'est moi qui la transmets. Et là, j'ai fait, attends, excuse-moi 2 secondes. C'est-à-dire, non, parce que là, tu veux m'enlever la partie la plus sympathique de mon job, en fait. Ouais. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Je sais pas, en fait, non, parce que les clients et les acheteurs, c'est moi Ils se qui sont les adressés connais. à toi, ouais. Et c'est clair que c'est moi qui passerai l'offre au vendeur, quoi. Ouais. Donc, il y avait négociation, mais bref, je me suis dit, en fait, non, là, c'est pas possible. pour moi, je m'en vais, quoi. Ok. Et Et non, mais effectivement, je prends le temps de me dire, Karine, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à ce moment-là, vraiment, je reçois un message sur LinkedIn. J'avais changé mon statut, hein, je mettais que j'étais décoratrice d'intérieur. ouais. Et je reçois un message de l'acheteur de l'appartement de mes grands-parents.
qui me dit: «Je ne sais pas si vous êtes la fille de monsieur Andréoni qui m'a vendu l'appartement, mais moi j'habite en Suisse, j'ai besoin de quelqu'un qui meuble ce lieu, qui décore ce lieu. Est-ce que vous pouvez m'aider?» Et Incroyable. là, je me dis, alors vraiment, je pense que c'est mes grands-parents qui, de là-haut, Ouais, c'est possible. me donnent un coup de main, quoi. C'est Parce possible. que Enfin, c'est même très probable. enfin, honnêtement, je me suis dit ça. Et donc, je me suis retrouvée Incroyable. dans l'appartement dans lequel mon grand-père m'avait appris à dessiner, quand même, parce que ce côté artistique, je le dois pleinement à mon grand-père. C'est incroyable cette histoire. Et- Ça me fout la chair de poule. Non, mais c'est Et vrai. même moi, presque, ouais, là, d'en reparler, tu vois, c'est assez, ouais, ça fait quelque chose un peu, c'est vrai. Mais l'appartement ne ressemblait plus en rien à À ce ce que que tu je avais connaissais, connu. parce qu'en fait, il était en plein travaux avec un entrepreneur qui l'a planté d'ailleurs. Et moi qui normalement devais juste m'occuper de la décoration d'intérieur et le meubler, d'un Tu t'es seul coup retrouvée à m'a avoir un vrai confié chantier. exactement. Et donc forcément j'ai pris à cœur ce chantier où je devais retrouver un entrepreneur, où en plus de ça c'était la galère parce que j'avais par exemple les sorties de robinet, mais j'avais plus les robinets, donc t'as juste le corps encastré dans le marbre, mais tu sais pas quel est le robinet que tu dois adapter dessus. Donc t'imagines ce genre de galère que Ouais. j'ai eu. Mais enfin, au final, le client content, moi, pour le coup, hyper fière de ce que Ah j'avais ouais, réussi à faire. bien sûr. Et à la sortie de ça, je me suis dit, OK, personne ne veut m'embaucher, il n'y a pas de problème. Ce chantier-là, je viens de le terminer et a priori pas trop mal. Et ben, je vais monter mon agence. Magnifique. Donc, ça a commencé comme ça. Et le deuxième client? Et le deuxième client, Parce que c'est toujours important. ouais, Parce que et tu alors dis au le début, deuxième c'était une client, chance. Enfin, une chance. On va dire que c'était tes grands-parents qui t'ont, comme tu dis, filé peut-être un coup de pouce. Mais oui. moi, ce qui m'intéresse, c'est après, en fait. Et Comment après, ça a été beaucoup le réseau Ouais. familial. Et mon deuxième projet, ça a été une petite salle de bain dans un appartement 2 pièces pour un appartement en sûr. location que venait d'acheter mon beau-frère. Et apprendre à... Et apprendre à gérer, travailler avec des Ouais. nouvelles entreprises, avoir des galères avec certains entrepreneurs que le client avait choisis, d'un seul coup lui dire arrête, on va prendre celui que je t'avais conseillé et on va faire comme ça. Et puis voir que le réseau familial fonctionne et avoir d'autres projets qui sont menés à bien. Avancer en même temps avec Instagram à me prendre au jeu C'est ça. de ce nouveau Mode de communication, enfin, exactement nouvelle et- vitrine. exactement. Et Et t'as puis été justement une des premières, on en parlait un peu tout à l'heure en off, mais t'as été une des premières il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça paraît commun. ouais, Mais à l'époque, c'était très rare de voir l'avant, l'après, les backstage, en les fait, backstage. de tout un chantier. Aujourd'hui, les work in progress, il y en a partout. Les architectes, il y en a énormément sur Instagram, puisque c'est très esthétique, que forcément ça plaît et que c'est Instagrammable. Exactement. Mais c'est vrai que tu étais une des premières il y a 10 ans à faire à avoir cet œil sur voilà, le backstage Sur d'un chantier. comment faire, comment un parquet est-il isolé, pourquoi le carrelage plutôt le couper à 45 dans les angles pour que ce soit plus joli. Enfin, plein de petites astuces comme ça. Mais c'est qui ça, parce que tu es finalement arrivé plaisent. à un moment où effectivement il y avait un besoin du do it yourself, enfin ouais, où les gens Exactement. ont eu Et, envie de contribuer eux-mêmes à leur propre chantier, ont eu envie de faire des chantiers tout seuls, etc. Donc, ouais. Et toujours, hein. ouais, mais je pense que Aujourd'hui, oui. toujours, dès que je poste, et d'ailleurs, je devrais continuer à plus le faire, parce que malheureusement, mon temps fait que malheureusement, j'y arrive moins. Mm. Mais, Enfin, t'as quand même 100 et quelques mille followers, ouais, ouais, enfin, ouais. c'est impressionnant parce que Mais, c'est finalement, enfin, c'est très rare parce que euh, enfin, rare et non, parce que si ça fait bon, longtemps que t'es là, ça s'explique. Et puis après, il y a eu ce truc en plus, un peu pédagogique en fait. Et ça, je pense que c'est quand même c'est vraiment, enfin, c'est un avantage, je trouve, oui, le pour fait toi de de vraiment expliquer les partager. choses, de partager des choses sans. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté un peu impressionnant quand on est face à un archi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que Oui, enfin, moi qui ne le suis pas du tout, on a un peu l'impression, oh là là, attends, c'est un artiste, on comprend pas ce qu'il fait, on sait pas où il se ressource, enfin, où il se source, pardon, où est-ce qu'il se fournit, tu vois? mm, Il y a une petite appréhension quand tu observes ça. Moi, j'adore, hein, ouais, ouais. j'adore ces univers, donc comme beaucoup de femmes, je pense, mais il y a ce côté un peu distancié, tu vois, de l'architecte, où tu as l'impression que tu comprends rien à ce qu'il fait et tu comprendras jamais rien, tout comme un artiste, en fait. Oui, Et toi, tu as cette capacité à, j'ai envie de dire, démocratiser ou
ouvrir un peu, enfin, démystifier, on va dire ça comme ça, tu vois, le côté qui peut être un peu impressionnant de l'architecte. Et c'est ça qu'on adore. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dégages en termes d'énergie parce que tu es très accessible et tu es très sympathique. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, tu as aussi un truc, c'est que tu mets en avant beaucoup les gens avec qui tu travailles, en fait, les personnes que tu vas placer sur des chantiers, tu références les gens, enfin, t'as pas eu de mal du tout à Ouais. mettre en avant d'autres talents que le tien, en fait. C'est ça C'est qui est ça qui me chouette. plaît parce que c'est Ouais. vrai que quand on crée un intérieur C'est et une équipe, en finalement fait. être un C'est un peu le travail chef d'équipe. d'orchestre Ouais. de ce projet qu'on construit de rien et c'est vrai que que ce soit justement tous les luminaires, les matériaux, Mais c'est ça. même les équipes avec qui effectivement je travaille au quotidien, les artisans, C'est ça. ben oui, ils ont enfin sans eux, Mais on pourrait pas avoir ce résultat-là. tu Donc peux dire qu'ils t'ont aussi formé d'une certaine manière, ces gens-là, parce que, comme tu dis, tu n'avais pas non plus fait 10 ans d'archi, enfin, je bah sais pas non, combien de temps bah ça non. dure les études d'archi, tu n'avais pas non plus 15 ans d'expérience on appelle un cabinet d'architecture, cabinet ou Oui, oui, boutique. oui, cabinet, ouais. Donc, tu t'es formé finalement, donc, Ah bah complètement, parce que sur place. voilà. Enfin, Sur place. le Après, plombier, il va t'apprendre un truc, le gars qui pose le sol va t'apprendre quelque chose, enfin, oui, oui, oui. donc, Après, c'est vrai que dans ma plus jeune, j'aidais beaucoup mon père. ah, Ouais. Donc déjà, même un premier appartement, c'était un projet un peu familial où on était avec mon frère, mon père, ma mère, à faire nous-mêmes les d'accord, travaux et tout ça. d'accord, Donc ok, quand j'habitais à Nice. d'accord. Et, mmh, Donc, tu avais et c'est déjà vrai un que œil. justement, cette façon de gérer un chantier, ou en tous les cas de savoir de quoi je parle, Bien ce sûr, qui est important quand justement on doit manager une bien équipe de sûr. travaux, pour être sûr que, bah, ils nous la mettent pas à l'envers, Mm, quoi, tout mm. simplement. Quand, d'un seul coup, ils disent: «Ah non, non, ça c'est pas possible». Bah si, en fait, mec, ça c'est possible, parce que regarde, on va faire comme ça. Enfin voilà, mais ce qu'il faut, c'est justement, on est toujours plus crédible quand les gens savent qu'on sait faire. Bien sûr, Voilà, et bien donc sûr. à partir du moment où on leur prouve Que vous qu'on est avez, capable qu'on et sait, qu'on on sait sait faire. faire, alors on devient crédible et ils ont confiance en nous. Mais Et tu ça, vois, c'est indispensable. ouais. Mais c'est pour ça que en venant à notre rendez-vous, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, j'ai pas vécu beaucoup de chantiers dans ma vie, mais un petit peu. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle souvent de leçons d'entrepreneuriat sur les podcasts avec des entrepreneurs qui ont monté des boîtes, etc. Mm. Et finalement, en venant te voir, je me suis dit, mais le chantier en lui-même, enfin, c'est une entreprise en soi. C'est-à-dire que tu as en Complètement. version, enfin, t'es une espèce de, ça cristallise toutes les problématiques, tous les sujets d'une entreprise. Tu vois, Complètement. en termes de management, en termes d'organisation, en termes de timing. Timing, Puis en plus, de c'est budget. comme un restaurant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a une espèce de pression qui se relâche jamais, avec des deadlines, avec des clients qui sont Qui sont à chacun leur satisfaire, caractère. voilà. On travaille pour des Et c'est vrai particuliers, donc que, tu vois, on parle souvent des boîtes au sens, comme on l'entend aujourd'hui, start-up, entreprise, etc. Mais finalement, quand tu vas sur un chantier et que tu observes comment ça se passe, c'est exactement la même orga qu'une entreprise, en fait. ouais, t'as Donc, raison, c'est vrai. C'est marrant de le souligner parce que je bah, m'étais jamais fait tellement la remarque, mais c'est vrai que non, si mais on je me prend suis fait la chaque réflexion ce chantier matin. individuellement, bah, chaque chantier est une entreprise Mais c'est presque. ça, Bah tu oui, vois, parce et que je pense que quand les gens le prennent comme tel, bah, il y a beaucoup à apprendre de ça parce que finalement, tu as toujours des impondérables, tu en as Ah énormément bah, il y a sur un que chantier. ça Enfin, tu sur fais un que chantier, régler mais tu voilà. gères des problèmes. Et donc, c'est pareil, je pense que toi, tu dois avoir, en tant que femme aussi, Mm. parce que je sais pas si c'est un secteur qui s'est féminisé, mais certainement, enfin, en 10 ans, je pense qu'il y a plus de femmes architectes qu'il y a 10 ans, architectes d'intérieur, j'entends. Je pense que du coup, les personnes qui travaillent se sont aussi adaptées à d'autres formes de manière de travailler. Mais Ouais. est-ce que toi, tu estimes en tant que femme qu'il y a une manière de travailler sur les chantiers féminines ou est-ce que on fait pas de différence? Est-ce que tu as senti que les personnes sur un chantier je sais pas, moi, t'attendais un petit peu, tu vois, Alors, bon, tu ressens quoi en fait en termes de chef d'entreprise au sens propre du terme, tu vois, c'est-à-dire quelles sont les grandes leçons en fait, je vais résumer, j'ai toujours des questions très longues, je me perds dans mes développements, c'est catastrophique, surtout quand j'ai pas eu mes 3 cafés. Euh, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as des leçons à nous donner sur ce que toi, en 10 ans, tu as pu apprendre en termes de management, en termes d'entrepreneuriat, en termes de travail en équipe, tu vois ce que je veux dire de tout ouais. ça? Est-ce que Mais en tu fait, as soutiré des choses mais tous les substantielles? jours. En fait, imagine que tous ces métiers que tu viens de dire, parce que
se sont construits au fur et à mesure. J'ai commencé toute seule dans ma chambre à faire mes projets toute seule. Je me suis ensuite entourée d'une équipe déjà de travaux, ensuite d'une autre personne qui est venue m'accompagner au sein de l'agence en tant que pour la conception. Et au fur et à mesure, ça s'est construit. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, d'un seul coup, tu deviens effectivement manager, parce qu'aujourd'hui, t'as des gens j'ai des gens qui travaillent avec moi. On est que des filles. Parce vous êtes que des filles ? On n'est que des filles. C'est pas bien, ça. Attention, Caroline. Mais non, mais j'aimerais tellement pouvoir embaucher des garçons, mais malheureusement, j'adorerais. Malheureusement, je n'en trouve pas. Mais vraiment, j'aimerais bien justement avoir quand même une équipe mixte et avoir un peu de mecs au sein de l'agence. Mais c'est vrai que j'apprends à manager. Il y a énormément de métiers, mais j'apprends tous les jours, que ce soit effectivement même les projets. Nous, on a des projets qui sont de plus en plus gros, de plus en plus haut de gamme. Donc, on va de plus en plus dans le détail, la finition. Je veux tout. Enfin, je suis intransigeante. Je veux que tout soit impeccable. Je suis hyper exigeante. Mais mine de rien, je pense que c'est très important. Ah bah bien sûr, dans ce métier, Et puis, on apprend à gérer, comme tu dis, sur un chantier, le timing, le budget, l'enchaînement de tous les corps d'état pour que justement on n'ait pas de problème. On apprend à gérer aussi son propre stress, parce qu'au départ, quand tu commences et puis qu'il y a un problème qui surgit, tu es complètement paniqué, tu dors pas de la nuit, tu te dis mais comment je vais gérer ce problème et tout. Et puis l'expérience fait que de toute façon, il y aura une solution et que de toute façon, ça ne sert à rien de stresser, parce que des chantiers, tu en as 10 en même temps, et que de toute façon, c'est ton métier de gérer ces problèmes, tu vois, et parce surtout de paraître pas stressé. Et surtout ça, parce que vis-à-vis, oui, mais en fait, c'est difficile équipes. de ne paraître pas stressé si tu l'es, je pense. Enfin, c'est évident. Voilà. Alors que, en fait, moi, j'ai appris à ne pas être stressé. Voilà. Pour que ça soit pas pour que justement ça soit toujours et de rassurer, et parce que justement on voit que si effectivement on découvre la démolition, qu'il y a ce poteau porteur là énorme et qu'on peut pas y toucher, c'est pas grave en fait, on va réaménager nos plans, il y a pas de problème, on va faire quelque chose et au final ça marche. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. Mais donc on apprend énormément, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir la confiance des autres et de te rendre compte que quand on a la confiance de toutes ces personnes qui travaillent pour toi, et parce que justement tu es le chef d'orchestre, tu es celui vers qui on vient pour dire « Mon Caro, qu'est-ce qu'on fait là ? Non là, franchement, qu'est-ce qu'on… » Enfin, et tout ça, et quand tu vois qu'à la fin, tu as réussi à faire un beau projet grâce à tout ce monde-là, tu es content. Et puis même moi, si tu savais la confiance en moi que j'ai gagnée au fur et à mesure de ces années, parce qu'il y a quand même des années où tu te remets complètement en question sur qui tu es, sur ce que tu es capable de faire, et d'avoir réussi à construire quand même tout ça, puisque je ne me l'imaginais absolument pas. C'est vrai que ça, franchement, ça booste énormément, et ça te donne envie de faire encore plus, quoi. C'est magnifique. Du coup, tu penses que c'est une suite normale et logique, ça n'a rien à voir, mais en même temps, si. Je vois beaucoup d'architectes qui créent leurs propres objets, qui commencent à se mettre dans des vrais produits décoration. Toi, c'est ce que tu fais un petit peu. Exactement. Pareil, tu arrives à gérer les deux. Comment ça se passe ? Parce que finalement, c'est un tout autre métier. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Donc, parce que quand tu passes à la prod, c'est autre chose, quoi. Non, mais c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'effectivement, tu fais ton métier d'architecte d'intérieur, où tu vas vers les fournisseurs vers qui tu achètes donc des pièces de mobilier et que tu mets dans tes réalisations. Et puis d'un seul coup, parce que tu dessines quand même pas mal de mobilier sur mesure pour tes projets, la marque Caroline Rony, la maison, est née il y a 1 an et demi. Mais c'était très bête, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a refait notre showroom, j'avais besoin d'une table pour ma salle de réunion. Et j'avais un pied, tu sais, de pilier de prise électrique qui sortait du sol, puisque je voulais que ça soit directement accessible au niveau de la table. Et donc, je m'étais dit, non, il me faut une table avec un pied qui soit large à cet endroit-là pour cacher ce pied moche et tout. Et puis, finalement, on ne trouvait pas ce qu'on voulait, donc on l'a dessiné. Et une fois qu'on l'a dessiné, on l'a installé. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne la vendrait pas ?
Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une marque de mobilier? Et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, quand j'ai lu cette phrase, tout le monde t'a regardé. Alors, tout le monde m'a regardé, mais en même temps, elles ont un peu l'habitude à l'agence. J'arrive d'un seul coup le matin avec une idée. Allez, c'est bon, on fait ça et tout. Ok, Caro, allez, c'est parti. Elle arrive avec une nouvelle idée. On y va parce que de toute façon, elle va vouloir aller jusqu'au bout. Mais et je me suis lancée dans cette aventure, alors qui est extraordinaire parce que c'est vrai que je découvre un nouveau métier et ça me passionne d'un seul coup. Je me suis mise à aller voir les fournisseurs, ceux qui savent faire. Voilà, la matière première. Et puis, on dessine des prototypes. Mais d'un seul coup, il y a aussi toute la galère de, faut trouver pour tout ce qui est transport, la logistique, un entrepôt, créer un site internet. Tout ça. Donc, ça a été un investissement que ce soit personnel, que ce soit financier, qui a été énorme d'un coup, qui m'a demandé effectivement beaucoup de temps, mais qu'il fallait que je me partage avec la partie effectivement architecture, parce que quand même là c'était aussi important. Et donc on a lancé une première collection, en plus en faisant des collaborations directes avec des créateurs, parce que moi c'est ce qui me passionne le plus, vraiment, c'est d'arriver à mettre en valeur. En fait, je me suis dit, maintenant que j'ai créé ça, maintenant que j'ai mis tout en place, pourquoi est-ce que, en plus effectivement d'avoir notre site internet où on a notre propre mobilier et objets de décoration, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas pour que ce soit une marketplace, en gros, des créateurs que j'affectionne particulièrement, de ces savoir-faire qui sont extraordinaires, mais qui, eux, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité de pouvoir mettre en ligne leurs produits ou les mettre en avant. Et donc, ça, c'est depuis début 2023 que l'on a commencé ça. Et c'est génial parce que je vois l'enthousiasme qu'il y a de mes créateurs à me dire, franchement, Caroline, ça fait complètement sens avec ce que tu fais depuis toujours, de mettre en valeur les artisans et les créateurs et les artistes. Donc, c'est chouette, quoi. J'ai envie de te poser une question un peu là qui me vient tout de suite à l'esprit. Vu que tu as été quand même une des premières à inventer un peu un truc en mettant les backstage des travaux sur Instagram, en essayant de rendre accessibles certaines données de chantier, etc. J'ai envie de là, ça me vient comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour... Est-ce qu'il faut, déjà, la première question, c'est est-ce qu'il faut démocratiser un peu plus au sens où... Moi, je crois qu'on peut encore faire du travail là-dessus. Et comment s'y prendre? Je te prends un exemple type. Moi, demain, tu vois, je te parle de cet endroit-là, là où on est. Donc, c'est des nouveaux bureaux. Une ancienne écurie, quand même, retransformée. Donc, bien retransformée. Et je me pose la question sur l'ameublement, les mariages de couleurs, les machins, etc. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais moi, j'aimerais bien te consulter. J'ai pas forcément beaucoup d'argent, j'ai pas forcément un appartement entier à refaire, mais j'aimerais te consulter pendant 2 heures pour que tu me dises, tiens, mets des rideaux de telle couleur, mets des vases comme ça. C'est possible ou pas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça existe. Tu le fais toi? Alors moi, personnellement, je le fais pas. D'accord, mais ça existe. Mais ça existe. Il y a mais vraiment. Pourquoi toi tu le fais pas? Alors je le fais pas parce que par manque de temps. Par manque de temps. En réalité, j'ai beaucoup de demandes. D'accord. Comme ça, en me disant, je suis désolée, mais est-ce que vous pourriez juste venir chez moi 2 heures? Tu peux pas? Mais en fait, je ne peux pas parce que aujourd'hui, le temps que j'ai est... malheureusement, qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Bien sûr. Déjà, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de dormir beaucoup, je crois. Donc ça, pour moi, c'est... Finalement, je gagne du temps parce que je me réveille hyper tôt le matin et je commence à bosser très tôt. C'est bien. Mais en fait, si je me rajoute ça... C'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il faut savoir s'organiser parce qu'en plus, au-delà de ma vie professionnelle, j'ai aussi ma vie de famille et je veux à un moment quand même couper pour pouvoir profiter et surtout, ce que je fais, le faire bien. Voilà, je en comprends fait, très bien. Et si on peut s'éparpiller, mais il y a un moment, en fait, on va avoir un problème au niveau tu vois, du résultat final, quoi. Ouais, mais c'est une vraie réflexion que je me faisais parce que quand tu vois les marques de luxe, par exemple, quand tu viens chez Dior, tu peux acheter un truc qui va te coûter 90 000 euros ou je sais pas combien, enfin peu importe, mais tu peux aussi sortir avec une bague à 200 balles. Tout à fait. Et en fait, je me disais, la manière dont le luxe a réussi à descendre, tu vois, dans comment dire, à descendre, c'est pas beau de dire descendre, mais oui, être plus accessible. Voilà, exactement. A réussi à aller au cœur de la population au sens où... tu viens chez Dior, si t'as pas les moyens d'acheter, de dépenser des millions, tu peux repartir quand même avec un morceau de Dior. Et je trouve que ça,
l'architecture d'intérieur, pareil, je te dis aujourd'hui, je pense pour beaucoup de monde, inaccessible, tu vois, au sens où ça n'est Alors, que chasse gardée ça d'une l'est de plus en certaine... plus, hein. Ah ouais? Ah oui, pour le coup, c'est quand même un métier qui vraiment, de plus en plus de personnes prennent un architecte d'intérieur pour rénover leurs biens, hein. C'est plus destiné comme ça l'était Je comprends, effectivement, je comprends. peut-être il y a une quinzaine d'années, à une certaine catégorie de personnes, peut-être en Bien disant, sûr, aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris et parce qu'en plus de ça, on est dans une période où la décoration d'intérieur a pris une énorme place quand même aussi. bien sûr, mais vu que Et tu... Ouais, et je pense qu'ils se sont rendus compte de l'importance que pouvait avoir, la valeur ajoutée que pouvait avoir un architecte d'intérieur quand ils font la rénovation mais bien sûr, d'un appartement. Parce bien que, sûr. C'est un gain de en temps, fait, un moi, gain de ce que je dis souvent, d'argent, c'est ça vous coûtera pas plus bien cher sûr. de faire des travaux bien faits. De pas faire d'erreur, en De fait. pas faire d'erreur, ça vous coûtera que le plan il soit comme ça ou autrement. Enfin, l'appartement il fait toujours 200 mètres carrés ou 100 ou Mm, 50, mm, mm. mais ce qui va changer, c'est la façon, parce que la première et la base pour moi dans mon métier, c'est qu'un plan soit bien fait. Bien sûr. Parce que tu peux avoir décoré ce que tu veux, mais les matériaux que tu veux, les Ah si, c'est mal luminaires, enfin foutu, tout c'est ça, mal si le foutu. plan il est mal fait, franchement ça sert à rien quoi. Bien sûr. Donc, pour moi, franchement, ça, c'est la base. Mais ça, si t'as pas pris un architecte d'intérieur, alors sauf si t'es passionné et tout ça, mais il y a quand même des chances que tu te plantes dans la réalisation de ton plan. Est-ce que tes placards vont être mis au bon endroit? Est-ce qu'il y en aura assez? Enfin, plein de choses. L'optimisation des espaces, enfin, moi, j'adore ça, mais... Mais tu parlais d'acculturation au sens où de marketplace, etc. Mais c'est vrai que comme ça, enfin, je réfléchis avec toi, hein, parce que Ouais. ça me vient comme ça au fur et à mesure de notre conversation, mais c'est vrai que j'imaginais un moment où, je sais pas, peut-être qu'on pourrait se connecter à toi, histoire d'une heure, et puis on te montre un lieu par visio, et tu dis, bah tiens, mets un truc comme ça, et achète ça, et fais ci. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a encore des choses à faire sur ce secteur qui reste encore assez... on sent que ça va évoluer. On sent Ouais. qu'il va y avoir une espèce de mouvement sociétal autour de tout ça. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant quand on a ton niveau qualitatif, parce que tu fais quand même des chantiers très quali, il faut le reconnaître, de se dire que demain, moi, j'ai pas les moyens de faire appel à tes services pour l'entièreté d'un chantier, Mhm. mais je vais quand même avoir une petite touche de toi où je vais dire, bah tiens, sur cette étagère ou je sais pas quoi, c'est Caroline qui aura choisi enfin, peu importe, tu vois Oui, ce que je oui, veux oui, dire, mais tout à fait. au sens où je trouve que ça peut être intéressant de se dire on formate une espèce d'offre accessible tout en ayant pour le client un sentiment d'avoir un peu voilà, de luxe, Ouais, une ouais, ouais. touche luxe ou une touche d'inaccessible au sein d'un truc qui s'est fait lui-même. Enfin voilà, enfin, c'était une Mais en réflexion fait, comme ça tout est de bon possible. matin. Franchement, enfin, Mais en tout cas, si j'avais assez de temps, peut-être que... Parce bah, que peut-être que tu vas... Ouais, ouais, mais peut-être que ça va t'arriver. Enfin, je sais Mais pas, on verra bien. peut-être, tu sais, les projets, les idées, comme ça, oui, on en a assez En tout cas, tu as une régulièrement. super énergie, Caroline, et j'aimerais bien savoir comment tu te ressources, en fait, tout simplement, parce que moi, c'est ce qui m'a épaté la première fois où on s'est rencontrés. Je me suis dit, waouh, elle a la pêche, quoi. Moi, j'étais KO technique, c'était la fin de journée. C'est vrai que c'était la fin de journée. Et je trouve toujours admirable les gens qui, comme toi, ont une énergie débordante, permanente et tout. Et je me demande toujours comment tu fais, enfin, comment vous faites. Bah alors, enfin, C'est ta nature, enfin, il y a quand même oui, un je pense aspect que voilà, nature, je ouais. pense que c'est effectivement, je suis comme ça. Ouais, Enfin, c'est ta j'ai nature. pas de, comme je disais, je dors pas en plus énormément. Je suis quand même chef d'entreprise de 2 boîtes, donc Mm, mm. ça, mine de rien, ça te Ça fait t'oblige, réfléchir, oui. ça t'oblige à penser un peu, t'as du monde à gérer et tout. Mais oui, non, mais je pense que c'est de ma nature d'être comme ça et après de faire un peu de sport, même si je trouve qu'évidemment j'en fais absolument pas assez. J'avoue que je m'octroie aussi pas mal de temps pour Tes profiter enfants, de mes enfants et de partir en vacances dès que je peux, parce bien sûr. que ça c'est aussi enfin, évidemment, hyper important. J'ai Bah, 2 pour ton petites travail filles aussi, qui sont et pour encore le... petites et évidemment, c'est ma priorité numéro 1. Donc, je veux profiter de ce temps-là Mm, avec elles mm. et partir une semaine, me ressourcer avec elles, voyager un peu et tout. Ça me fait beaucoup de bien. Et puis après, je pense que cette énergie aussi, c'est parce que je me rends compte que au fur et à mesure là que le temps passe, je fais des rencontres incroyables. Ouais, Et en fait, toutes ces rencontres que je fais avec des gens pour lesquels je suis hyper admirative, parce qu'ils ont tous aussi un parcours incroyable, bah en fait, ça me donne de l'énergie.
Ne serait-ce qu'hier soir, j'ai fait un dîner avec des entrepreneurs et elles ont toutes, pareil, une super énergie. Et en fait, quand tu les écoutes et tout ça, t'as qu'une envie, c'est de continuer en te disant justement, profitons-en, parce qu'aujourd'hui j'ai 43 ans et je ne sais pas combien de temps va me durer cette énergie et je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je donne tout parce que justement j'ai pas envie d'avoir potentiellement cette énergie-là. Peut-être qu'à 50 ans j'aurais envie de lever le pied et juste de faire autre chose, quoi. Je crois pas, honnêtement, je crois pas. J'en sais rien. J'ai un sacré doute. T'as des chantiers qui t'ont plus particulièrement marqué, enfin, je sais pas, des anecdotes incroyables où tu t'es retrouvé avec une star, enfin, je sais pas, t'as des trucs comme ça qui te sont arrivés alors là c'est vrai qu'en 9 ans de chantier, forcément on a des clients essentiellement les miens sont des particuliers, mais et puis c'est vrai que de notre renommée qu'on a commencé à se faire et tout ça, oui, effectivement on commence à avoir des petites personnalités plus ou moins grandes. Et puis là dernièrement, je peux citer son nom parce que maintenant on sait que je travaille avec lui, mais Tony Parker, qui est mon client depuis 2 ans maintenant, qui devient même maintenant et aussi mon ami. Et oui, et je pense que là, un des derniers projets en date qu'on a réalisé pour lui, c'est son yacht qu'il a récupéré avec 2 ans et demi de retard à cause du Covid, parce que c'est un yacht qu'il a fait construire. Et oui, il m'a demandé d'intervenir en disant tiens Caro, est-ce que tu voudrais pas descendre avec moi voir le bateau, parce qu'il faudrait que tu refasses toute la déco, là ça va pas du tout. Magnifique. Et donc c'était le petit challenge de pile poil avant avant le Grand Prix de Monaco d'avoir le bateau prêt. Et ça c'était un des petits projets, pas un petit projet, mais enfin en tous les cas qui était atypique, puisque ça me sortait complètement de mon projet d'appartement parisien, haussmannien par exemple. Et en plus de ça, je voulais du coup en faire que ça ressemble pas à un bateau. Je voulais que quand on soit à l'intérieur, on se sente bien comme, bien sûr, comme justement on pourrait être dans un hôtel, un peu un endroit luxueux, comme à la maison, quoi. Est-ce que tu as vécu un gros échec dans ta vie, ou un truc que tu ressens comme étant un échec? Même si personnellement je ne crois pas aux échecs, je crois aux épreuves, mais est-ce que toi tu as le sentiment d'avoir d'avoir vécu un échec? Alors, je pense que j'ai eu toute une période quand même avant de faire ce métier, donc avant ma reconversion. Je pense que j'ai eu une période effectivement pas compliquée, pas un échec, mais vraiment de questionnement, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, j'ai 32 ans. En plus de ça, j'étais vraiment à une période à vie. J'avais revendu l'agence immobilière et c'était vraiment ok. Donc j'ai 32 ans. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai pas de boulot. J'ai période de creux. Ouais, une période de creux. Mais vitale finalement, enfin essentielle. Mais oui, parce que ça te permet de te poser 1 milliard de questions. De te dire, je sais pas, que quand même, au fond de toi, tu sais la force que tu as et la capacité que tu as à pouvoir créer certainement quand même quelque chose. Mais en fait, tu sais pas quoi. Et peut-être que l'agence immobilière que j'avais montée, en fait, j'étais trop jeune à l'époque. Et non, en fait, non, mais ça te permet effectivement de savoir que tu as ce côté-là d'entrepreneur et tout, mais en même temps, c'était quand même un peu un échec de savoir que j'avais pas vraiment réussi dans ce domaine-là. Mais en même temps, il y avait 800 agences à Nice. Par rapport ne serait-ce qu'au nombre de transactions qui se faisaient dans la ville, on vivotait tous presque, tu vois, hormis peut-être des grosses agences. Mais bien sinon, sûr. Donc j'ai pas vraiment vécu d'échec, même si là, depuis même 10 ans, que j'ai l'agence, j'ai des hauts et des bas de dingue. Comme toute entreprise. Voilà, exactement. Et où justement, tu as des périodes où tu te dis, pourquoi j'ai fait ça, quoi? Non, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui te pousse, Caroline, à vouloir faire ce genre de truc? Tu peux pas être comme tout le monde. Je sais peinard. Non, il faut que tu ailles te foutre des challenges. Et après, t'es dedans. Et maintenant, il faut y aller, quoi. T'as pas le choix, là. T'as une équipe qui est derrière toi et qui t'attend, quoi. Ouais. Donc, oui, j'ai pas eu de gros échecs, mais je pense que c'est effectivement des petits coups de mou parfois où je me dis que franchement, j'en ai marre. Et en même temps, je suis quand même contente. Le sel de la vie. C'est le sel de la vie. Ouais. C'est ça qui te permet d'avancer.
En tout cas, tu es un bel exemple d'entrepreneuriat. Tu vois, je m'étais pas plantée. Hein. Quand je t'ai entendu, en plus, tu veux que je te dise, et je vais te faire un aveu, tu as pris la parole pendant la soirée où on s'est rencontrés. Ouais. Parce que c'était une signature de livre, hein, peu importe. Et je m'en veux parce que tu as commencé à raconter un truc qui m'intéressait et quelqu'un d'autre m'a parlé. Et du coup, j'ai loupé la partie. Et je me suis dit, quand même, je note ce nom parce qu'un jour, j'espère qu'elle viendra dans mon podcast. Caroline, il y a une question que je vais te poser. Est-ce que tu as des projets en ce moment dont tu as envie de nous parler Alors, des projets, on en a plein, toujours. Non, là, un dernier qui me tient vraiment à cœur, c'est l'opportunité que nous avons grâce à l'atelier Alain et Louze, qui vient d'ouvrir sa galerie parisienne, là, au 55 quai des Grands Augustins à Paris. Alain et Louze, c'est un designer créateur de luminaires en albâtre. C'était mon fournisseur dans lequel j'avais mis certaines de ses pièces sur mes chantiers. Et aujourd'hui, il me propose, donc j'ai la chance de pouvoir exposer le mobilier Caroline Andréoni, la maison, et celui donc de mes créateurs que je représente, dans sa galerie. Magnifique. Donc ça commence là, depuis la semaine dernière. Et ça reste combien de temps ? Alors au moins déjà 6 mois, et après on verra justement comment ça évolue. Donc on peut les acheter. On peut y aller et acheter. Donc voilà, en tous les cas, peut-être pas acheter sur place parce que... En tout cas, les voir. Mais en tous les cas, on peut aller sur place. C'est une superbe galerie. Donc rappelle-moi l'adresse, 55 quai des Grands Augustins, c'est ça ? Exactement, juste au niveau du Pont-Neuf. Magnifique. Et une très belle galerie. Et on est, franchement, c'est... J'y serai, je vais y aller. Super. Cool. Caroline, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. T'es pas obligé d'en avoir. Coup de cœur, ça porte bien son nom, c'est, je sais pas, ça peut être une rencontre, ça peut être un livre, pièce de théâtre, film, série, peu importe. Et coup de gueule, c'est un coup de gueule, quoi. Et t'es pas obligé d'en avoir, tu vois. Hier, j'ai fait une interview franchement, plus spontanément... Après, des coups de cœur, j'ai l'impression que j'en ai tous les jours, moi. Alors, magnifique, c'est un tempérament, t'as raison. Tu vois. Moi, je suis pareil. Franchement, je pourrais pas te dire là, d'un seul coup, tu vois, ça va être d'un seul coup une rencontre avec un nouveau créateur, d'aller dans son atelier, de voir ce qu'il fait. Là, tu fais, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, c'est ton métier, en fait, ton coup de cœur. Ouais, ou en tous les cas, la chance que j'ai dans mon métier de pouvoir aller en avoir vers de manière récurrente. Exactement. Okay. Donc là, et coup de gueule. Et coup de gueule. C'est pareil, je pense que j'en ai tous les jours. Mais un truc qui t'agace, tu vois, en premier... Enfin, pas forcément dans ta vie d'entrepreneur, mais peut-être à un niveau un peu plus macro, enfin, un peu plus exogène que ton métier ou ta vie quotidienne, mais un truc qui t'énerve, quoi. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme coup de gueule ? Ok, t'en as pas, on se laisse comme ça. Okay. Allez, si j'en ai un, je te le dirai plus tard. Allez, ok, tu m'appelles, tu m'écris, tu me diras. Ouais. Caroline, merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Donc tu es bien entendu, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et admirer ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue. Longue vie à ta passion et puis tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Estelle. À bientôt. C'est super, merci beaucoup. Merci, bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Tell me about your mama's kitchen. That simple question opens up a flood of delicious memories, and it's at the center of my new Audible original podcast called Your Mama's Kitchen. My mama's kitchen was chaos. This teeny tiny little room was where we did everything. We grew up there. We became teenagers, adults in that small space. I'm Michelle Norris.
The kitchen is usually the heartbeat of our homes. It's the place where we're nourished physically and spiritually. Our loudest laughter is in the kitchen, but so too are some of our most vulnerable moments. Each week on Your Mama's Kitchen, I'll talk to guests, actors, authors, chefs, musicians, and more about how the food and the culinary traditions of their youth shape their lives in interesting and sometimes surprising ways.